La journée dominicale de ce dimanche 8 avril 2018 s'achève ainsi avec une panoplie d'activités et d'actualités que nous nous proposons de vous faire revivre à travers votre émission préférée, Actu 7 sur 7. Alors, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission 7 sur 7. Aujourd'hui, au menu, nous aurons à parler du CJD, Collectif des Jeunes pour le Développement, et son projet d'UNOAM, le dialogue inter-togolais et la reprise des mouvements de rue, les grèves dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Tous ces thèmes seront débattus avec un invité en studio que je vous propose. L'invité, comme vous savez, cette émission, il y a forcément un invité avec qui nous débattons. Aujourd'hui, nous allons découvrir le profil de cet invité à travers ce petit élément de Franck Elina Defli. C'est un grand monsieur, serein et placide dans sa vie de tous les jours. En outre, c'est une figure emblématique de la société civile togolaise. Son nom, Orphée Adom. Orphée Adom, depuis peu, est devenu un personnage incontournable dans les mouvements qui ont carrière dans notre société. À la tête du collectif des jeunes pour le développement, CJD, une structure de jeunesse qui se bat pour la préservation de la paix, de la promotion des valeurs citoyennes et l'émergence de cette dernière, il est pratiquement sur tous les fronts. La jeunesse n'est-elle pas l'avenir de la nation? Avec les convulsions qui tentent de prendre possession du pays depuis un laps de temps, Orphée, comme l'appellent simplement ses intimes, est au four et au moulin. Coordonnateur du CJD, il met tout en œuvre pour éluder le pire au pays. C'est ainsi que par le truchement d'un symposium et autres rencontres d'échange, les populations sont sensibilisées sur les vertus de la paix, valeur sine qua non pour une nation stable, harmonieuse, prospère et forte. C'est dans cette dynamique que l'organisation a lancé en tout début du mois de mars dans la capitale d'UNOAM, qui signifie littéralement en français « ne pas nuire ». Ce projet se veut un mouvement citoyen de la société civile dont le but est de développer des comportements fondés sur les principes du vivre ensemble. Décidément inlassable et dans l'optique de susciter une atmosphère de compréhension et de concorde au Togo, le samedi 24 mars dernier, Orphée Adom a pris personnellement part au lancement de la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, plafond dont le siège social est basé à Nouakchott, en Mauritanie. Orphée Adom est l'invité de 7 sur 7 cette semaine. C'était à l'instant un élément concocté et présenté par Franck Elinam Defli. Donc, sans plus tarder, notre invité du jour s'appelle Orphée Adom. Monsieur Orphée, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Adiaré. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien, à merveille. Aujourd'hui, c'était un Togo propre. Donc, on s'est rendu très propre après avoir nettoyé devant nos devantures et devant celles des autres. Comment va le CJD? Le CJD se va très très bien et en tout cas très studieux et beaucoup de travail actuellement. Nous allons revenir en profondeur là-dessus, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le leitmotiv de cette émission, c'est de présenter une personne ressource à la jeunesse, surtout à nos téléspectateurs. Mais quand on parle de Orphée Adom, où est-ce qu'il est né, il est de quelle partie du Togo et où est-ce qu'il a passé ses enfances? Merci pour la question. Je suis né au Togo. Je suis né à l'Est Mono. Et mes parents sont des Pia. L'Est Mono, c'est la vallée. C'est la vallée. Oui. Et c'est dans la région des plateaux. Après Agny, je pensais à peu près à 25 km d'Agny, à l'est du Mono. Voilà. Et c'est là où j'ai fait mon enfance. J'ai fait mes études primaires, mon collège. Et puis ensuite, j'ai continué mes études au lycée d'Atapamé, qui s'appelle IATA, jusqu'en première C. Et après, j'ai continué avec mon bac à Lomé, suite à mon bac. Donc, j'étais parti à l'étranger. Voilà. Et est-ce que c'est à cause de l'avènement politique, avec le nouvel élan, que vous êtes revenu, ou bien vous êtes revenu bien avant que les choses ne changent? Vous êtes revenu avant le décès du général Gnassingbé Yadema? Non, j'avais l'habitude de revenir. Bon, tout d'abord, je suis allé faire mes études en France et puis j'ai continué en Allemagne.
Et après mes études d'ingénieur, j'ai continué à travailler. Mais je revenais au pays comme tout membre de la diaspora. Et je revenais ou soit pour des raisons familiales, ou je revenais aussi pour des raisons de projets humanitaires. Et dans nos régions respectives, je le faisais soit dans la région de la Kara, ou soit dans les plateaux à l'Est. Et jusqu'à ce que j'ai perdu ma maman en 2006. Et suite à cela, j'ai décidé vraiment de m'impliquer davantage pour le développement de mon pays. Et là, j'ai entrepris des projets humanitaires avec des partenaires européens, surtout belges, flamands, pour être plus précis. Nous avons entrepris pas mal de projets humanitaires. Et donc, à travers ces projets, j'ai eu à venir régulièrement au pays. Et très sincèrement, à partir de 2016, il y a un fait qui m'a définitivement convaincu de revenir pour investir et pour m'investir dans le pays. Je crois que c'est avec la visite du chef de l'État en Allemagne, à Berlin. Où il a invité la diaspora à revenir. Et... Voilà, le 10, si vous avez suivi ça, le 8 et le 10 juin, je crois, 2016, où il nous a invités à venir l'aider dans son mandat social, à aider à développer notre pays. Et j'ai trouvé son message très poignant, très sincère, très convaincant. Et j'en étais vraiment convaincu, comme bon nombre d'autres concitoyens, en tout cas de la diaspora. Et en ce moment-là, je me suis engagé réellement à revenir, en tout cas à laisser mon travail et revenir m'investir dans notre pays, aux côtés donc des plus hautes autorités. Et en ce moment-là, en 2016, bon, je ne suis pas venu seul, je suis revenu avec des partenaires au développement, en tout cas des investisseurs que nous avons l'habitude de côtoyer, qu'on connaît à travers nos réseaux, à travers nos contacts. Et plus précisément, en été 2017, donc en juillet 2017, nous avons fait définitivement les valises avec les investisseurs pour venir investir dans plusieurs secteurs qu'ils ont identifiés. Et les secteurs d'eau, l'adduction d'eau, le potable. Et nous avons eu des secteurs agricoles avec les projets Agropole, avec le programme Agropole en tout cas. C'était vraiment très attractif. Et ils voulaient accompagner de tels projets. Mais malheureusement, un mois plus tard, en août, il y a eu ce soulèvement. Enfin, du 19 août, où le PNP a invité la population dans la rue. Voilà, où le PNP demande la population dans la rue, soi-disant pour chasser le président de la République. Eh bien, il n'a pas chassé le président de la République, le PNP a chassé les investisseurs. Pourquoi vous dites ça? Parce que les investisseurs sont repartis. Donc, est-ce que vos investisseurs, ou bien presque... Non, si vous vivez au Togo quand même. Bien sûr. La plupart des investisseurs ont horreur de l'instabilité. Bien sûr. Ils préfèrent la paix. Bien sûr. Ils préfèrent un environnement prédictible. Et sans la stabilité, c'est très difficile. Sans la paix, c'est impossible. Donc, ils ont préféré aller investir ailleurs, notamment au Ghana ou à Conakry. Et c'était désolant, c'était décevant. Et même je n'ai pas fait le choix de repartir. Je pouvais aussi repartir. Est-ce que c'est par amour pour votre pays? J'avais mon job, c'est par amour, par patriotisme que j'ai dit non. Je ne vais pas partir parce que là, il faut qu'on explique ou qu'on s'explique que la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas la voyoucratie, ce n'est pas de descendre dans la rue. Si on a des choses à dire, si on a des choses à réclamer, eh bien, il y a des voies et moyens pour les réclamer, mais les réclamer de façon pacifique et certes déterminée, mais de façon pacifique. Pour cela, il y a des institutions qui ont été créées. C'est à travers ces institutions-là qu'on réclame. Et bon, je crois qu'il y a un Parlement, il y a des députés élus, et ils pouvaient discuter de ces réformes. J'ai cru comprendre que c'était pour les réformes, pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Bien sûr. Bon, si c'est pour les réformes, alors ça se passe où? Ça se passe au Parlement. Dans tous les pays démocratiques, c'est là que ça se passe, pas dans la rue. Il y a même des pays éminents, ou les présidents éminents, comme le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit que la démocratie, ce n'est pas dans la rue. Effectivement. C'est vraiment dans les urnes, mais au Parlement. Et c'est là où ça se passe. Parce que c'est là où il y a les élus du peuple. Sinon, alors,
on revient devant les urnes, donc on revient devant le peuple. C'est ça aussi la définition de la démocratie. Moi, j'étais totalement surpris de voir que pratiquement 27 ans plus tard, nous étions en 2017, et après les années 90, qu'il y ait encore des acteurs politiques qui préfèrent la rue, vous voyez, à un parlement ou à une assemblée nationale où on peut discuter calmement et puis trouver des solutions idoines à nos problèmes respectifs. Et c'est pour cela que je ne suis pas parti. Je me suis dit, mais j'ai un rôle à jouer en tant que membre de la société civile. Et là, c'est là que vous avez rencontré le CJD, ou bien vous avez créé le CJD? Non, je n'ai pas créé le CJD. Vous l'avez rencontré bien avant. D'accord. Peut-être c'est là où j'ai rencontré le CJD. Je connaissais l'existence de CJD. Je connaissais aussi les premiers responsables de CJD et qui sont des partenaires économiques. D'ailleurs, c'est les premiers responsables de CJD qui faisaient venir les investisseurs, et ils continuent à le faire. Et comment on s'est rencontré CJD moi-même, c'est que, en tant que, comme je disais, membre de la diaspora et acteur de la société civile, que ce soit en Europe ou ici au pays, j'étais dans l'humanitaire, je faisais des projets humanitaires, donc sociaux, j'étais très interpellé. Alors, les acteurs, différentes organisations de la société civile discutaient à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Facebook et comme ça. Surtout WhatsApp. Chez nous ici au pays, c'est WhatsApp qui est en vogue. Donc, je pense que WhatsApp occupe la majorité de ce média-là. Et ils discutaient de comment la société civile allait s'organiser pour faire une déclaration et situer les responsabilités des uns et des autres. J'ai trouvé cette initiative-là très noble, très louable. Je me suis totalement inscrit là-dedans, dans cette logique. Et nous nous sommes retrouvés pour la première fois, tenez-vous bien, le 24 août 2017, soit quelques jours après la manifestation du PNP. Voilà. Et nous sommes retrouvés à Tocoin Séminaire, à Lomé, pour faire une déclaration liminaire en direction des acteurs politiques, pour les situer par rapport à la situation qui prévalait en ce moment-là. Et qui faisait fuir les investisseurs. Qui était de nature à faire fuir les investisseurs. Malgré toute notre conviction, notre fougue, notre détermination, pour convaincre nos investisseurs, mais ils avaient pris peur en voyant une situation comme ça, qui était prédictible avant, qui était totalement stable, devenue d'un coup instable, et même la paix semblait menacée en ce moment-là. Donc, nous avons fait cette déclaration, au cours de laquelle la société civile togolaise, dans son ensemble, en tout cas dans sa grande majorité, a réellement appelé les uns et les autres à prendre leurs responsabilités et à éviter donc de mettre en cause la paix que nous avons, de surtout ne pas aggraver la situation socio-économique qui était, et de parachever cette question de réforme constitutionnelle et institutionnelle. C'était le point de départ donc enfin, c'était le premier jour où vous avez rencontré, vous avez fait une réunion avec la société civile togolaise. Et cette réunion-là, je l'ai faite donc dans le cadre de CJD. Je venais d'intégrer alors CJD en tant que coordonnateur et aux côtés du président de CJD. Voilà comment mon histoire avec CJD a commencé. C'est intéressant. Sinon, la petite histoire, c'est que CJD a été créé en 2007. 2007. En 2006. Et je pense officiellement 2007, a eu son récépissé en 2010. Et depuis lors, opère à travers une cinquantaine de... Mais ils étaient invisibles jusqu'au lendemain du mouvement du PNP. C'est là que le Togo les a vraiment sentis. Non, je ne pense pas. Ils n'étaient pas invisibles. Peut-être que vous ne vous intéressiez pas suffisamment à la question de la société civile, en tout cas à la question des jeunes. CJD a existé, ils ont fait... Oui, c'est le CNJ qui est bien connu, parce que le Conseil national de la jeunesse, oui, là, Togo, oui. Et eux, ils sont nés tout récemment comparé à CJD. Bon. Donc, eux, c'est une institution. Oui, de l'État, oui.
Par contre, c'est le partenaire privilégié et stratégique de CJD. Vous voyez, donc... Puisqu'ils travaillent ensemble, les deux... Ils ont commencé alors à travailler ensemble à ce moment-là. Mais le CJD n'est pas aussi nouveau. Ils ont fait Togo Tribune Libre depuis leur création. Ils ont fait un geste pour une vie, comme un projet. Ils ont sillonné tout le pays. Ils existaient, peut-être parce que vous n'étiez pas peut-être très alerté par ces sujets-là. Oui, ben moi je les ai sentis vraiment après le mouvement du 19 août. Oui. Donc c'est là que je les ai vus en activité où ils travaillent. Mais maintenant la question c'est pourquoi. Vous savez, après le 19 août, les jeunes se sont sentis interpellés. Parce que le CJD, c'est le collectif des jeunes pour le développement. Oui. Et c'est vraiment une organisation qui se bat au quotidien pour améliorer, pas seul, avec des partenaires de l'intérieur comme de l'extérieur. Oui, en Afrique comme à l'extérieur, mais surtout les professionnels des médias, les partenaires économiques, les investisseurs. Et vous avez aussi des professionnels de la santé. Vous avez c'est tout un réseau. Nous avons près de 50 partenaires qui travaillent avec CJD, y compris en Afrique, aux États-Unis, en Asie, comme en Europe. Donc c'était curieux que CJD n'était pas connu dans le sphère togolaise. Mais avec vous, le CJD a désormais un nom, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Orphée, on étiquette avec le CJD. Peut-être, c'est pourquoi. Je ne sais pas si personnellement c'est ma conviction ou bien mon intention, mais moi j'ai rencontré le CJD avec un certain Orphée Adom. Donc c'est pourquoi j'ai demandé. Mais vous m'accordez beaucoup de temps. Non, je dis la vérité parce que c'est une organisation assez solide, d'abord assez ancienne et très sérieuse. Et cette organisation, d'abord, il faut saluer les premiers responsables. Puisque vous disiez que ça s'est né depuis 2006-2007. Voilà, donc c'est une organisation qui travaille, certes, qui est très pragmatique, d'accord, qui n'est pas idéologue, tout. C'est pour cela que j'aime bien les valeurs du CJD. Mais il faudrait qu'on... Au fait, quels sont les objectifs alors du CJD? Quels sont les objectifs du CJD? Les objectifs sont simples. D'abord, la vision du CJD, c'est qu'on veut bâtir donc un avenir dans la paix, un avenir des jeunes. Nous voulons un avenir, un pays développé, apaisé, pour un environnement propice au développement des jeunes. Voilà. Et pour cela, donc, on entreprend des projets dans ce sens au CJD. Et il y a un seul programme qui est au CJD qui s'appelle Agir pour bâtir la cité. ABC. Voilà, ABC. Voilà le programme de CJD qui a toujours existé, qui ne date pas d'hier. Et c'est par rapport à ça que le CJD travaille. Et c'est ça, moi, qui m'a convaincu et qui m'a persuadé de m'investir au CJD, améliorer les conditions de vie des jeunes pour leur donner un avenir meilleur. Et ça ne peut que, susciter mon intérêt en arrivant d'Europe ici. Peut-être qu'il y a d'autres organisations qui travaillent aussi dans le même sens, mais CJD était particulier et singulier en ce sens-là. Maintenant, on a refocalisé vraiment l'activité de CJD pour défendre la paix. C'est ça peut-être qui a fait que subitement vous avez vu CJD. Oui, parce que ça faisait, c'est la vision même de CJD. Aider à construire un pays apaisé, dans la paix. Les uns et les autres peuvent réclamer leurs droits et autres, bien sûr, mais il faut que ce soit fait dans la paix, dans le vivre ensemble, et qui semblait être menacé après les troubles d'août 2017. Mais la question, si je reviens sur ma conviction, je me dis, moi j'ai connu le CJD après les mouvements du 19, pour certains, quand tu écoutes certaines personnes, ils pensent que le CJD est une béquille du parti au pouvoir. Ah bon? Béquille, pourquoi? Le parti au pouvoir est devenu handicapé. Si le parti au pouvoir est handicapé, je peux comprendre qu'ils aient besoin de... Mais ils disent que le CJD va dans le même sens que le parti au pouvoir. Et oui, quand le parti au pouvoir pose des actes qui nécessitent d'aller dans le même sens, bien sûr on va dans le même sens. Pourquoi on irait dans le sens contraire parce que c'est le parti au pouvoir? Eh bien non. Non, nous ne sommes pas une béquille. D'abord, nous sommes béquilles pour personne. Nous sommes une organisation de la société civile. Une organisation indépendante. Bien, je vous dis qu'elle est née en 2006. Elle a eu son représentant en 2007.
Et elle opère depuis lors. Donc, je ne sais pas de quel... Le parti au pouvoir n'existait pas. Ça ne vous a pas échappé qu'il n'existait pas. Donc, alors, on peut dire plutôt que peut-être c'est le parti au pouvoir qui s'est qui. Non, non, il faut... Plus sérieusement, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Parce que c'est précisément là-dessus que je me suis battu en disant il faut que la société civile togolaise clarifie sa position par rapport aux politiques. D'accord? Nous nous prononçons sur l'action publique et ça fait partie intégrale et intégrante de nos missions. Nous faisons le suivi, nous faisons l'évaluation des actions publiques. C'est ça le rôle de la société civile ou d'une organisation de la société civile. Mais maintenant, lorsqu'on se prononce, on n'est pas parti politique. Vous n'avez pas vu en train de faire des slogans en disant par exemple il faut chasser tel ou tel ou il faut interdire tel d'aller aux élections. Il y a des organisations de la société civile qui l'ont fait. Nous avons dénoncé ça. Nous avons dit non, ce n'est pas le rôle de la société civile. Ce n'est pas le rôle de la société civile. La société civile doit veiller à ce que l'action publique profite au maximum au peuple. Donc la société civile doit être un arbitre entre... Toujours un arbitre, mais un arbitre professionnel. D'accord, qui se prononce lorsque c'est nécessaire et qui le fait chaque fois que c'est possible, mais vraiment dans la probité et puis dans la justice, tout en veillant à l'équilibre de l'environnement, parce que si l'équilibre est rompu, eh bien, on ne peut plus vivre. On est obligé alors d'aller à la recherche de cet équilibre-là, ce qui nous est arrivé d'ailleurs. Il y en a qui ont cru bon de déséquilibrer dans le système démocratique dans lequel nous vivons. Jusqu'à maintenant, depuis que je suis arrivé, il n'y a personne qui peut me démontrer que nous ne vivons pas dans un environnement démocratique. Parce que, je peux le comparer, parce que j'ai vécu dans des environnements démocratiques. Vous avez fait l'extérieur du Togo. J'ai fait 30 ans à l'extérieur. Je peux vraiment dire, est-ce que l'environnement dans lequel nous vivons, est-ce qu'il est de nature à ce qu'on le qualifie de démocratique ou pas? Et je pense que notre environnement au Togo est l'un des environnements démocratiques, même enviables. Il y en a qui aimeraient vivre dans notre pays, dans notre environnement. C'est pour cela que je n'ai pas voulu, je n'ai pas accepté qu'on sorte de cet environnement pour nous faire rêver, nous créer d'autres environnements qui n'en sont pas. Ce qui s'est passé, vous avez vu, il y a eu des morts avant le 19 août, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de violence. Il y en avait eu en 2005. Je dis, si vous retournez en 2005, s'il y en avait eu, c'est parce qu'il y avait une raison. Il y avait eu, et depuis lors, après 2005, c'est parce qu'il y a eu des élections. Oui. D'accord? Après, nous avons eu des élections apaisées. Il y a eu 2007, des élections de 2010. D'abord 2007, législatives. Elles étaient déjà un peu plus apaisées. 2010, c'était encore mieux. 2013 d'abord. 2013, oui. 2013, c'était les meilleures élections législatives que nous avons jamais connues. Et d'ailleurs, toute la communauté internationale avait salué. Moi, personnellement, j'avais eu à ce que j'étais venu au pays en ce moment-là pour suivre aussi, pour être témoin. Donc, en tant qu'observateur de quelle structure? De la diaspora. Je n'appartenais à aucune structure au pays. Et là, en tant que membre de la diaspora, avec une vue indépendante, j'ai pu le vivre. J'ai pu suivre ici la caravane de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et j'ai pu apprécier d'ailleurs c'était les élections qui étaient financées par le pays sur les fonds propres. Vous voyez, c'est pour vous dire que je les ai suivis. Et nous avons salué. Donc, même les parlementaires qui sont actuellement en exercice sont issus de ces élections-là. Il y en a même qui jettent l'opprobre sur ces élections alors que tout le monde avait salué quand même ces élections. Oui, mais ils rejettent cela parce qu'ils disent que le cadre électoral, le fichier n'était pas vraiment propre. N'était pas? Oui. Après combien d'années? Après 5 ans, puisqu'ils sont à terme. Mais il était temps. Maintenant qu'ils sont à terme, ils ont eu 5 ans. Mais ils ont commencé par... Ils ont exercé pendant 5 ans. Pourquoi? Il fallait démissionner. Il fallait démissionner, qu'on convoque alors de nouvelles élections avec un fichier beaucoup plus propre. Ou alors il ne fallait pas du tout aller à ces élections. Il ne faut pas. Là aussi, si on parle, on a l'impression que nous sommes des acteurs politiques. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous nous prononçons sur l'action politique. Lorsque un responsable politique se présente aux élections et il se fait battre ou qu'il gagne, ben, il est allé avec un projet. Okay. S'il se fait battre, il s'améliore, il rentre dans ce qu'on appelle l'opposition et puis il s'améliore. S'il gagne, ben, il va gouverner. C'est ça le propre des partis politiques.
ils aspirent à conquérir le pouvoir, à le conserver, à l'exercer. Mais au profit de qui? Pas à leur profit égoïste. C'est au profit du peuple. Et c'est le peuple qui les désigne. Bien sûr, à travers les urnes. Mais bien sûr. Donc alors, je ne comprends pas comment subitement les acteurs politiques semblent avoir peur d'aller devant les urnes ou d'aller construire le peuple. Pourtant, ils sont dans la rue au nom du même peuple. Oui, mais quand à les entendre, à les écouter, ils disent que les conditions ne sont pas vraiment réunies pour qu'on puisse aller aux urnes. Qui devait réunir ces conditions si D'où même ça fait partie des revendications. Qu'est-ce que les institutions sont là pour faire? Elles sont là pour travailler, bien sûr, pour l'amélioration ou à l'amélioration de ces conditions, n'est-ce pas? Oui. Mais qui devaient travailler. Les mêmes gens qui disent que les conditions ne sont pas réunies, eh bien, ne sont pas très pressés ni enclins à aller dans ces institutions-là pour améliorer ces conditions. Pourtant, c'est là leur place. Ils devaient aller travailler. Ils doivent aller s'investir dans ces institutions. C'est les mêmes qui demandent que ces institutions-là soient totalement arrêtées, voire fermées. Parce que entre-temps, ils ne veulent pas que ces institutions travaillent. C'est terrible, c'est grave. Moi, quand je vois ça avec les yeux d'un acteur de la société civile, je dis, mais est-ce que ces responsables-là, ils sont si responsables que ça? Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent quand ils se battent pour conquérir le pouvoir? Oui, ils ont une partie de la population derrière eux. Je n'en conviens pas. Mais cette partie de la population devant eux s'appelle leurs militants. S'appelle leurs militants parce que le peuple qui était allé dans les urnes, c'est le seul même peuple qui s'était prononcé, mais contre eux. C'est ce même peuple qui ne les avait pas élus. Maintenant, ils disent que oui, les conditions n'étaient pas réunies. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là? Une fois qu'ils ont été élus, ils ont eu 5 ans pour travailler sur un fichier. C'est très paresseux, ça. On ne peut pas mettre 5 ans. On ne fait rien. Après 5 ans, on dit, oui, mais au moment où il faut aller, s'ils ne sont plus capables d'aller, il y aura d'autres qui vont aller. Et qui vont travailler pour améliorer ces conditions-là, pour que désormais nous ayons des élections transparentes, libres et mais irréprochables. Et alors, en ce moment-là, la vérité des urnes sortira de ces élections. Et cette vérité-là sera celle qui s'appliquera à tout le peuple togolais et à nous tous. Parce que sinon, nous commençons à en avoir marre. Donc vous pensez que ces manipulations égoïstes, oui, je pense. Donc vous pensez que l'opposition n'a pas été à la hauteur pendant ces mandats de 5 ans comment l'appelle-t-on, à l'Assemblée nationale? Je ne pense pas, je regarde juste les faits. Pendant 5 ans, qu'est-ce que l'opposition a proposé par rapport à ce point précis? Mais je rappelle qu'ils ont fait des propositions de loi, qui a été maintes fois... Faire quoi? Une proposition de loi pour réviser des listes électorales depuis 5 ans. Oui. Et que ça n'a pas eu lieu. Pas seulement la liste électorale, mais par rapport aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles, si on revient sur ces réformes, il ne nous a pas échappé que le 5 septembre, j'étais encore dans ce pays, lorsque le président de la République a donc accédé à leur requête. Lorsqu'il y a eu les manifestations, il y a eu un projet de loi qui allait à l'Assemblée pour précisément réformer les articles 52, 59, 60, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que c'est le parti au pouvoir qui a déserté l'hémicycle? Eh bien non. C'est les partis d'opposition, précisément, qui ont quitté l'hémicycle, qui n'ont pas voulu débattre de ces questions-là. Dans ce projet de loi, il y avait déjà limitation de mandat, mais machin, une nominale avec... oui, mais il réclame une portion de phrase. C'est ce qu'il réclamait. Et ça a été accédé. Donc, pour une portion de phrase, eh bien, on peut bloquer tout le pays. Mais pour eux, cette portion de phrase est inévitable. Pour l'opposition, cette portion de... Mais soit, et tout le reste alors. Et tout le reste, bon, c'est là où je dis, c'est pas responsable. Pourquoi ils n'ont pas choisi d'abord prendre ça, discuter? C'est un acquis dans tous les pays. Dans tous les pays, la démocratie, le processus démocratique se fait étape par étape, acquis par acquis. Ok? Donc on fait un bon pas positif en avant. Eh bien, ils ne le veulent pas. Tout ce que nous avons entendu après dans les réclamations, non, il ne faut pas faire les pas positifs en avant. Il faut faire un retour. Il faut faire des pas en arrière. Il faut revenir à 92. Le membre de la justice civile, je dis, attendez, 92, nous étions jeunes. Et là, nous avons expliqué aux jeunes que 92, nous savons ce qui s'est passé. C'est les mêmes qui étaient là. C'est les mêmes responsables qui étaient là. Je parle de l'opposition. Et ils veulent revenir, nous resservir ce plat-là de 92. Ce n'était pas parfait.
Mais il parle des lois de 92 et dans les conditions. Bon, si les lois de 92 sont si bonnes, si parfaites que ça, mais remettez-les à la page. Il y a des gens qui n'existaient pas, qui n'étaient même pas nés en 92, qui ont l'âge de voter, aujourd'hui, qui ont 25, 26, 27 ans. Donc ces gens-là peuvent voter aujourd'hui. Mais cela incombe maintenant au parti au pouvoir d'adhérer au fait qu'on remette la C92 comme référendum qu'on a voté. Oui, mais alors, personne n'a jamais été contre un référendum. Et c'est l'opposition qui ne veut pas d'un référendum. Mais par rapport à l'opposition est contre le référendum dans le sens où c'est le texte proposé par l'Assemblée le 5 septembre que l'opposition rejette. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a une assemblée majoritaire, d'accord? Et la loi autorise cette majorité-là de se prononcer. Et elle a voté. Bien sûr. La même loi autorise aussi que si on n'a pas eu les 4/5e, il faut aller au référendum. On est maintenant contre les lois. C'est la même loi, c'est au nom de la même loi qu'on a fait un chef de file de l'opposition. Il fallait refuser ça. Il fallait dire que la loi ne peut pas consacrer une institution comme ça, ne peut pas instituer un chef de file de l'opposition. Il faut rester cohérent, logique avec soi-même. Ils ne l'ont pas fait. L'ont-ils fait? Non. Mais alors maintenant, lorsque nous devons avancer, il y en a qui demandent de reculer. C'est là qu'il y a des forces qui disent non. Non, nous n'acceptons pas les reculades. Nous acceptons avancer. Et vous savez, au CJD, nous avons dit avançons seulement. Parce que nous, on veut avancer. Parce que nous avons l'expérience des années 90. Nous refusons cela. Maintenant, quand les gens sont sincères, ils ont à cœur l'intérêt du peuple, ils veulent vraiment, ils ont un projet de société, et bien, qu'ils le crachent, qu'ils le mettent sur la table et que le peuple en juge. Ok? Mais nous n'avons pas besoin des méthodes de voyous. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont dire parce que j'ai 2-3 militants, parce que je peux aiguiser une corde ethnique, et bien je fais sortir les gens dans la rue, je pose les uns et les autres. Ces divisions, les Togolais n'en veulent plus. Nous ne sommes plus divisés. Et vous avez pensé que c'est la lecture de l'opposition? Il faut leur demander quelle lecture ils font. Quelle lecture ils font? Les gens qui naissent dans la rue, qui disent que c'est le peuple, je rappelle que si on analyse ce peuple, il y a eu plus de 58% de ce peuple qui a voté le président de la République, qui est en cours de mandat. Okay? Mais c'est une élection qui a été également contestée. Il fallait la contester jusqu'au bout en ce moment-là. Moi, je ne parle pas de ce qui a été contesté, je parle de ce qui a été réellement acté et transformé en loi constitutionnelle. À partir du moment où ça devient loi, on ne peut, si on conteste la loi, vous savez où on doit la réviser? C'est au Parlement, pas dans la rue. Donc c'est en face de tout ça que vous avez créé le projet Douno Am. À quoi consiste ce projet? Oui, merci. Le projet Douno Am, c'est un terme, son nom est un terme malheureusement anglais, mais nous avons voulu garder ce terme-là parce que ça fait ses preuves dans les pays anglophones, anglo-saxons. Le Douno Am, littéralement, veut dire ne pas nuire, surtout ne pas nuire à autrui. C'est vraiment l'esprit de l'innocuité. Agir pour bâtir la cité dans la paix, le vivre ensemble. Donc, nous sommes venus à ce concept-là avec des autres organisations de la société civile qui partagent les mêmes valeurs. Et nous avons alors créé un collectif que nous appelons collectif des organisations de la société civile pour une diplomatie non gouvernementale. Un exemple de diplomatie non gouvernementale, ce que j'ai toujours dit, c'est une capacité à avoir des médiations ou des infomédiations qui sont de nature consensuelle. C'est un environnement dans lequel on met l'intelligence négociationnelle et on peut faire aller plus vers le consensus que vers le conflictuel. Donc voilà. Prenez le dialogue. Prenez le dialogue social. Prenez l'échange, prenez la tolérance. C'est ça le vivre ensemble aussi. Et qu'on évite les conflits. Alors, qu'est-ce que le Douno Am veut concrètement apporter dans notre pays? C'est un mouvement que nous avons lancé le 3 mars et que nous avons médiatisé d'ailleurs volontairement parce que nous voulons que toutes les couches de la société
s'imprègne, donc adopte ce nouveau concept comme une nouvelle attitude, nouveau mode de vie dans toute notre... Donc il n'y a pas de cible particulière, c'est tout le monde. Mais d'abord, c'est tout le monde, et tout le monde peut s'accaparer. Mais nous avons des cibles. Les cibles, c'est quoi? C'est les conducteurs de roues, c'est les conducteurs de 4 roues, c'est les imams, c'est les prêtres, les pasteurs dans les églises, les imams dans les mosquées, c'est les praticiens des hôpitaux, enfin médecins, ou du médical, du service médical, c'est les artisans, c'est les syndicats, et bien si je continue, c'est encore les étudiants, c'est tout le monde, si je continue. Mais vous mettez en marge les dirigeants? Non, et c'est aussi les dirigeants, surtout les partis politiques. Nous avons, si je vous donne notre liste, elle est exhaustive et elle inclut aussi les acteurs politiques. D'ailleurs, nous avons commencé à rencontrer donc ces publics cibles respectifs. Nous avons commencé d'abord avec les organisations de la société civile. Nous sommes regroupés, nous avons eu une union des ONG du Togo, UNTO. Nous avons rencontré le CRISTO, le Centre de recherche d'ingénierie sociale du Togo. Nous avons rencontré l'Université de Lomé. Ceux-là, ils sont les partenaires initiateurs. Et CNJ, il ne faut pas que j'oublie CNJ, le Conseil national des jeunes, voilà, plus CJD, ce sont les partenaires initiateurs du concept d'Unoham et du projet d'Unoham. Le projet d'Unoham fait partie intégrante de notre programme ABC, Agir pour bâtir la cité. Dans Agir pour bâtir la cité, il y a 3 projets phares, dont d'Unoham. Voilà. Mais là, alors, parlons donc des acteurs politiques. Non, il ne faut pas croire que quelqu'un soit vraiment exempté. Nous comptons rencontrer les acteurs politiques. Je disais que nous avons rencontré les organisations de la société civile. La semaine dernière, le 4 avril, nous avons rencontré les centrales syndicales pour parler donc de d'Unoham. Si vous permettez, nous allons visualiser l'élément et on revient pour votre commentaire. L'élément dont vous parlez. Si la technique elle est prête, on peut lancer l'élément sur la rencontre du CJD et des syndicats. Centrales syndicales, des fédérations et associations des syndicats d'enseignants regroupés ici autour d'un nouveau concept de citoyenneté et de civisme dénommé d'Unoham. Au cœur des réflexions et échanges, les modèles de revendication sociale et leur impact socio-économique. Des travaux qui ont permis aux participants d'identifier ceux ayant de faibles impacts socio-économiques. De ces travaux, on peut retenir tout citoyen peut jouir du droit de revendication, soit individuellement ou collectivement. Par contre, le blocage des activités qui est un manque à gagner nuit à l'économie. Les modèles de revendication à faible impact socio-économique évoqués sont le lobbying, les services minimums, les cadres de concertation, le dialogue social. Une pleine satisfaction pour les organisateurs du atelier. L'objectif est plus que atteint, puisque nous sommes arrivés à des perspectives. Le diagnostic prouve bien qu'il y a des modèles qui impactent plus que d'autres. Agir pour bâtir la cité, ne pas nuire à autrui, ni le détruire ou lui porter préjudice. Voilà quelques-uns des principes fondamentaux de ce concept d'Unoham, mouvement de la société civile pour la promotion de la paix durable au Togo, lancé en mars 2018. Donc, voilà l'élément dont vous parlez, la rencontre du CJD et ses partenaires avec les responsables des centrales syndicales. Oui, donc, quel était le but vraiment, maintenant pour revenir sur l'élément, la question? Non, le but, c'était d'abord expliquer aux centrales syndicales le concept même de d'Unoham. C'est ce que nous avons fait dans un premier temps. Ensuite, écouter aussi en tout cas les centrales syndicales qui étaient là, les syndicats qui étaient présents, leur modèle de revendication et surtout les modèles qui ont cours dans notre pays, le Togo. Et ensuite, nous avons aussi débattu un peu des impacts socio-économiques de ces modèles-là. Et nous avons échangé longuement là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à toutes ces centrales syndicales qui ont accepté de répondre présent à cet atelier qui était très productif et très instructif. Donc, au bout de nos discussions, nous avons pu comprendre
qu'il y a des modèles alternatifs. Vous savez, il n'y a pas que des grèves sèches. Il n'y a pas que tant de grèves, tant de grèves. Il y a aussi des modèles comme le dialogue social. Il y a les modèles de lobbying. Il y a les modèles japonais. Est-ce que ces modèles ne sont pas épuisés? Peut-être si les gens sont venus à une grève sèche, cela voudrait dire qu'ils ont épuisé les modèles existants. Mais possible, c'est ce dont nous avons débattu. Nous avons posé d'ailleurs cette question. Est-ce qu'on a épuisé, par exemple, ces modèles? Je n'ai pas eu souvenir ici que quand on va, par exemple, au CHU, Sylvanus Olympio, qu'on a les médecins qui portent des brassards rouges pour dire que médecins ou infirmières en grève, mais en même temps, quand même, souvent la vie. Vous savez, on serait d'autant plus sensible à cela. Mais ce que j'ai pu voir, j'ai amené un malade et il n'y a personne pour l'accueillir. Je peux repartir avec un cadavre sur les bras parce que le médecin est dans la rue. Je peux comprendre qu'il réclame ses droits parce qu'il n'a pas l'infrastructure qu'il lui faut. Il n'a pas le plateau suffisamment fourni pour que lui, il puisse en retour fournir ses services. Mais je peux le comprendre. Mais moi, je pense que ce modèle, c'est un modèle occidental, parce que le fait de mettre un brassard au bras pour faire une revendication, peut-être que ce n'est pas plus poignant. Mais alors pourquoi serait-il forcément occidental? Vous savez, c'est un modèle japonais d'ailleurs. Le japonais, oui, voilà, donc je ne sais pas, donc c'est de l'Est. C'est lorsqu'on commence, par exemple, d'abord la grève avant la négociation, vous savez, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a pensé à la nuisance aussi, la nuisance économique, l'impact économique qu'il y a derrière? Et est-ce qu'on pense à l'intérêt aussi du bénéficiaire? Donc nous avons eu à discuter, donc les débiteurs d'obligations et détenteurs de droits, au détriment des bénéficiaires. Un bénéficiaire, moi, malade, patient, lorsque je vais à l'hôpital, mais j'ai des attentes vis-à-vis du médecin. Bien sûr. Certes, le médecin, il a des attentes vis-à-vis du gouvernement ou de son ministère. Je comprends bien ce que je viens d'expliquer. Mais moi aussi. Et ça ne nous a pas échappé aussi que les femmes enceintes sont aussi allées dans la rue. Oui. Elles ne sont pas allées gréver contre le gouvernement, elles grévaient contre donc, les médecins qui devaient les soigner. Mais ça devient un cycle. Les femmes grèvent contre les médecins contre le gouvernement. C'est ce dont nous avons discuté. Au fait, non, ça s'explique. Nous avons discuté de ça. Donc, les bénéficiaires vis-à-vis des médecins, on a vu qui est vraiment débiteur d'obligations et qui est détenteur de droits. Et comment les uns et les autres prennent leurs responsabilités, répondent de leurs devoirs. Nous avons analysé la même chose des médecins vis-à-vis du gouvernement, de leur ministère de tutelle. Et c'est ça, c'est de là que nous avons tiré des leçons, nous avons tiré des conclusions. Nous avons aussi discuté, par exemple, des enseignants. Il n'y a pas que les médecins, on a discuté donc, de l'ensemble. Puisqu'actuellement, le secteur de l'enseignement aussi est en ébullition. Bon, voilà, par exemple, le concept d'UNOHAM prend tout son sens là. Lorsque l'enseignant est dans la rue ou fait sortir l'élève pour aller manifester parce que lui, il réclame des choses, déjà, le droit de cet élève est violé. Ce n'est pas acceptable, mais surtout quand on le force. Et là, on le nuit totalement. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a grève, l'élève comprend pourquoi le professeur fait grève. Mais à un moment donné, nous ne comprenons plus pourquoi lui aussi, on l'oblige à l'intégrer dans cela. Voilà. Et sans parler donc de son avenir qui est hypothéqué parce qu'à la fin de l'année, il passe une année blanche et c'est la faute à qui? Et là, en ce moment-là, les parents d'élèves, vous croyez que les parents d'élèves sont très heureux, très contents donc, du professeur qui a plutôt déserté. Les insuffisances, il y en a. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas. Oui, sauf qu'il faut qu'ensemble, on travaille pour améliorer. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que la plus haute autorité du Togo fait. Si on prend les actions du président de la République, chaque fois que je le dis, on me dit, voilà, je sers de béquille. Non, parce que si on regarde quand même les actions positives qu'il pose, eh bien, ça va dans ce sens. Ce n'est pas les gens qui ont manifesté, qui ont dit au président de placer son mandat sur le mandat social. Ben alors, donc, en existant un mandat social, je comprends bien qu'il y ait des réclamations sociales, mais ça doit se faire dans un cadre de telle sorte qu'on ne nuise pas
aux intérêts des autres. Et c'est ça le Dounoam. Et alors, vous me dites, ce n'est pas une culture togolaise de porter des bassas, mais forgeons notre modèle. On peut forger un modèle consensuel. Nous avons appelé à cela au CJD. Nous avons dit qu'il va falloir que dans notre pays, nous apprenions désormais à créer un modèle de consensus, pas un modèle de conflit constamment. Et nous avons dit qu'il faut y injecter une petite dose d'intelligence négociationnelle. Lorsqu'on vient à la table de négociation, ce n'est pas un match où il y aura forcément un vainqueur et un vaincu. Ben non, on sort là gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est le Togo qui gagne, c'est le peuple qui gagne. Et ce peuple-là, il est observateur, il regarde. Maintenant, si on regarde le dialogue qu'on nous a servi... Je veux bien revenir parce que le temps nous fait défaut. Alors, je vous fais une belle transition pour vous dire que le dialogue qu'on est en train de suivre, c'est que le peuple est en train de regarder ce que les acteurs politiques sont en train de faire et il en juge. Donc, s'il y en a qui ne viennent pas dans une volonté positive, donc de faire quelque chose qui profite au peuple, au nom duquel d'ailleurs ils sont dans la rue, eh bien, le peuple ne sera pas du tout content et il jugera. Il ne juge pas dans la rue, il jugera dans les urnes. Donc vous étiez les premiers à prôner le dialogue. Aujourd'hui, les acteurs sont au dialogue, mais n'arrivent pas à s'entendre. Un dialogue prévu pour 10 jours, nous sommes déjà dans le deuxième mois. Quelle lecture faites-vous de ce fait où, normalement, on devait fermer la porte du dialogue et lancer le Togo sur le plan du développement, si on tenait aux 10 jours de dialogue? Si moi je m'en tiens aux 10 jours de dialogue, je dirais qu'on a épuisé 3. Donc vous comptez les séances? Oui, c'était ça. Mais le facilitateur a dit qu'il se donnait 10 jours de travail. Il ne nous a pas dit si c'est 10 jours ouvrables ou il va le faire sur une durée. Mais bon, c'est ce qu'il s'est donné. En comptant, je dis, tiens, sur 10 jours, ils ont fait 3 séances là-dessus. Bon, ok, ils ont épuisé 30%. Alors, qu'est-ce qu'on a pu obtenir concrètement après 30% donc, de réalisation de ce programme-là, de dialogue? Je crois qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des grandes avancées. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein, vous savez. Parce que si nous regardons d'où on vient de très loin. On vient des gens qui disaient que pas de dialogue. Et il y en a d'ailleurs qui sont restés butés là-dessus, arc-boutés totalement sur « je ne dialogue pas ». Eux, on peut les mettre déjà de côté pour avancer. Il y en a qui ont accepté de dialoguer, mais en restant en disant ils restent fermes sur des principes qui ne vont pas, qui ne veulent pas voir bouger. C'est dommage, parce que ça fait perdre du temps. Alors que celui qui a tendu la main et qui a initié ce dialogue, c'est le président de la République, et il a dit c'est un dialogue ouvert, dans un esprit constructif, dans le seul intérêt du peuple togolais, du Togo. Et alors, une fois que un responsable dit ça, les gens qui sont tout autour de la table devaient être à la hauteur de cette attente, parce que le président ne fait que relayer les attentes du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons 2 camps, en tout cas 2 adversaires, le parti au pouvoir et la coalition. Le parti au pouvoir semble plus ouvert, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas un sujet tabou, y compris quand ils sont venus dire que retour à la Constitution de 92. Je ne pense même pas que c'est le parti au pouvoir qui a dit non, on ne veut pas retourner. C'est même le facilitateur qui a demandé et comment on fait ça. Non, mais d'après ce que les retombées du dialogue, on pense que c'est le parti au pouvoir qui fait dos par rapport à quoi? À la C92. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a demandé que bon, on laisse tomber, parce qu'il n'y a personne. Vous avez été convaincu de comment il faut revenir à C92? Personne n'a été convaincu, ni au Togo ni ailleurs. Et personne n'a pu jusqu'à maintenant expliquer comment on fait ça. Comment de 2018 on revient en 92 sur une loi. Comment ça se... Mais ils disent qu'il faudrait seulement replacer les phrases qui ont été enrayées. Dans quoi? Ben dans la Constitution de 92, quand ça a été on le fait comment? On le fait avec une nouvelle Constitution, ou bien? Bien sûr. Et si c'est 2 nouveaux tests, eh bien, ça on peut le faire tout de suite. Mais en le faisant tout de suite, ça dit quoi? Ça dit qu'il faut ou bien le voter, oui, au 4/5e, ou alors référendum. Donc dans tous les cas, il faudra consulter ou les élus du peuple, ou le peuple lui-même. Alors nous ne voyons pas le problème à cela. Pourquoi alors s'arc-bouter sur on doit revenir sur le texte originel?
comment ce texte-là n'était pas aussi parfait que ça. Et même si on revenait sur ce texte, les gens qui l'ont voté, je dis que ceux qui vivent aujourd'hui ne l'ont jamais voté. Dans sa grande majorité, ceux qui ont la jeunesse, qui est notre public cible, n'ont jamais voté sur un tel texte. Donc, dans tous les cas, on va consulter ce peuple. Et là-dessus, je ne vois pas le problème. Mais cela revient à mettre sur la table la C92 en intégralité pour que les gens aillent voter. Et pourquoi on devait mettre C92 en intégralité à partir du moment où cette loi-là a suivi et a été modifiée? Parce que si on le fait, qu'est-ce qui se passe? On peut s'entendre au Togo pour le faire, nous l'avons souvent dit. Mais que se passera-t-il donc de tous les accords que nous avons conclus au nom de cette loi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense? Ce n'est pas sérieux. On met ce texte, on l'améliore, certes, et les gens qui sont là en 2018 ne sont pas moins intelligents que ceux qui étaient là en 92. Ils sont capables aussi d'analyser ce texte et puis de l'amender et de le soumettre au vote donc des parlementaires. Et il faut qu'ils retrouvent les 4/5e pour le voter. Ou alors, mais au référendum, et le peuple va se prononcer. Si le peuple le rejette, on revient sur on ne vit pas dans un vide. Il y a une constitution qui est appliquée. Et bien, on continue à l'appliquer et jusqu'à ce qu'on l'améliore. C'est comme ça se fait dans toutes les démocraties où on doit amender une loi. Pourquoi? Parce que quand c'est chez nous, d'ailleurs, je pense que le Togo est unique en ce genre. On demande qu'on revienne à un texte originel et simplement de façon idéologique. Au lieu de dire que, bon, d'accord, on passe de ce texte, on l'amende et puis on le soumet. Mais en ce sens, le facilitateur avait demandé à savoir quels sont les ultimes sacrifices que chacun pouvait faire et l'opposition a dit, ben, pour le moment, il laisse le fait que ça soit avec le chef de l'État démissionne actuellement et qu'on lui donne une transition jusqu'à 2020 et il paraît, d'après ce que les choses dévoilent, que c'est le parti au pouvoir qui fait obstacle. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est sérieux ça? Est-ce que vous pensez que nous allons construire un pays apaisé quand il y a une coalition? Au Togo, il y a combien de partis politiques? 113. 113. Peut-être pendant qu'on parle, il y a un nouveau qui est créé. Alors, que sur les 113, qu'il y ait 13 partis et plus 1, plus 1, parce qu'il y a l'autre, leur responsable n'est pas là. Et chaque fois que moi je parle de ça, je dis, ben voilà un responsable politique qui donc crée un environnement, qui déstabilise un environnement stable et qui fuit pour sa sécurité, au moment qu'il y a eu des morts. Et ça, lorsque cette coalition-là veut dicter les lois à toute la majorité, mais ça pose question. Comment est-ce que les gens dans la coalition se prennent pour la Cour constitutionnelle? Comment est-ce que c'est possible? Ils sont devenus la Cour constitutionnelle au Togo. C'est eux qui, ou la CENI, c'est eux maintenant qui doivent valider ou invalider les candidatures. C'est eux qui doivent désigner qui, dans quel parti, doit participer ou pas à une élection. Mais ils s'en tirent quand même à la C92 qui dit... la C92 n'existe pas actuellement. Oui, nous savons. Okay? Oui. Maintenant, si la C92 est discutée, elle est amendée, le texte qui sera validé, qui sera voté, soit par référendum, soit par les députés, et bien c'est ce texte-là qui va être en vigueur. Et la loi ne disposant que pour l'avenir, et bien tous les citoyens étant aussi égaux devant cette loi-là, sont tous qualifiés à présenter aussi leur candidature. Et c'est ça qui nous permettra de construire un pays apaisé. Ils vont dire ça. Eh bien, le parti au pouvoir peut dire aussi, eh bien, nous ne voulons pas le chef de l'opposition qui présente sa candidature. Je peux le dire. Ah ben, et alors, on va où? On peut dire aussi qu'il y a un ici qui a fait des révolutions et il y a eu des morts. Il ne peut pas, il est disqualifié pour présenter sa candidature. Et alors, on va où? Est-ce que ça, c'est de nature à apporter la paix dans notre pays? Non. Donc, il faut quand même que nous sachions réellement ce qu'on veut. Non, ce qu'on veut d'abord, et nous sachions raison garder. Pour que, lorsque nous demandons donc des avancées, nous voulons construire notre pays en avançant, qu'on ne détruise pas ce qui existe déjà. Parce que tout simplement, on a des ambitions politiques qui sont d'abord individualistes, je le dis, parce que ces gens-là, s'ils avaient vraiment l'intérêt du peuple à cœur, eh bien, ce que nous sommes en train de dire, ils tiendraient compte de cela. Et j'espère bien qu'ils en ont tenu compte un temps soit peu, parce qu'à un moment donné, ils ont abandonné cette idée de ces 92. Je m'en félicite. Mais le constat est amer. La semaine prochaine, les manifestations de rue reprennent. Pourquoi?
Il n'y a plus de dialogue. Donc, selon un communiqué sorti par la coalition des 14 partis de l'opposition. Mais bon, maintenant, merci pour l'information, je ne savais pas encore qu'ils veulent manifester à la semaine prochaine. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Durant la phase, dans le processus de dialogue, ils ont pris des engagements pour dire, durant la phase de dialogue, il n'y aura pas de marche. Ont-ils encore une parole? Mais ça dépend, mais d'après Éric Dupuis, c'est un engagement. Mais si l'autre camp aussi ne tient pas ses engagements, ils peuvent retirer les leurs. Oui, mais c'est très facile ça. L'autre camp ne tient pas ses engagements. Il y a un facilitateur. Ils ont désigné un facilitateur. Ils ont dit qu'ils sont sortis, bon, que c'est un accord. Qui peut nous situer sur l'avancée du dialogue. Où est-ce qu'ils en sont? Ou comment ils évoluent? Quels sont les blocages? Maintenant, s'ils nous disent, mais le dialogue, c'est fini, le dialogue n'existe plus, ben on prend acte, il faut qu'ils nous le disent, qu'il n'y a plus de dialogue. Parce que si aussi longtemps qu'il y a le dialogue, ben, ils sont tenus par leur engagement. C'est ça aussi, être responsable. Et il serait déplorable qu'on voit encore les gens défiler dans la rue la semaine prochaine comme vous ne voulez pas, parce que vous prenez plus le consensus et le dialogue. Ben... Vous savez, nous ne prenons pas ça par idéologie, nous prenons ça parce qu'actuellement, lorsqu'on fait ces marches, il y a un impact terrible. Nous avons dit, Bruno Ram, c'est cela aussi. Il y a un impact socio-économique non négligeable. Sur 6 mois, notre pays a perdu plus de 100 milliards d'entrées fiscales. Nous avons eu les partenaires qui ont déserté notre pays, qui ont préféré aller investir dans les autres pays. Il y en a qui continuent à nous faire confiance. Malgré cela, qui ont encore confiance au Togo. Et on s'en félicite, on leur dit merci. Mais si nous continuons, eh bien, à un moment donné, je dis, ils prennent toutes leurs responsabilités aussi. Pour les gens qui veulent venir gouverner, je me demande au fait, ils veulent gouverner sur quoi? Sur des ruines? Donc, il faut alors qu'ils prennent leurs responsabilités et que lorsqu'on prend des engagements, ben, on s'y tient. Il est facile de nous expliquer que souvent le parti au pouvoir ne tient pas ses engagements. Là, ils sont 2 à signer ces engagements. Nous sommes témoins, nous l'avons vu. Pourquoi ils ne tiennent pas leurs engagements? Pourquoi ils doivent aller dans les rues? Ok, maintenant, s'il n'y a plus de dialogue qu'ils veulent manifester, vous savez, c'est consacré par la Constitution. C'est leur droit le plus légitime de manifester. Par contre, lorsqu'on s'engage en disant je ne veux plus manifester parce que je vais donner une chance au dialogue, etc., ben on continue dans ce sens. Et alors, on insuffle une nouvelle culture, une culture d'apaisement, une culture de dialogue et une culture de progrès. C'est à cela que nous nous appelons. Je considère cela comme votre mot de fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, même fréquence. Au revoir.